Antoine Girard. Si on m'avait dit que, en commençant cette chaîne YouTube, je ferais des interviews de mecs comme Antoine Girard, donc oui, cette semaine, on n'est plus en confinement, hein, mais c'est tout comme, parce que je crois que la météo, elle est vraiment cata de partout en France, et en Haute-Savoie où je suis, ça ne fait pas exception. Donc on continue les interviews, au moins c'est un format qui vous plaisait. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est pour moi le Maicorn du parapente en gros, hein. C'est l'aventurier au sens littéral, et en parapente, donc c'est hyper cool. Alors je le dis dans chaque vidéo, mais vous allez voir, il a des anecdotes de malade. Je vais pas faire genre, mais à un moment donné, ça parle d'armes à feu dans la vidéo. Voilà, tout est dit, vous voulez en savoir plus, vous continuez à regarder. J'ai pas 10 000 autres trucs à dire, c'est vraiment un mec intéressant qui est super ouvert et qui est vraiment cool de me laisser une petite chance pour moi, pour un petit youtubeur sur sa mini-chaîne YouTube. Il a absolument rien à y gagner d'autre que le plaisir de partager. Et vous allez voir, ça se sent dans la vidéo. Je vais pas vous faire une intro de 4 heures, profitez bien, amusez-vous bien. Et la mini parenthèse, dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle intro. Il y a une nouvelle intro qui ressemble beaucoup à l'ancienne. Si vous débarquez sur la chaîne, bah, dites-moi quand même ce que vous en pensez. Et surtout, si vous débarquez, abonnez-vous, partagez, likez, profitez bien, kiffez bien la vidéo. Et puis, j'espère pouvoir vous faire des vidéos en l'air très 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 vite. Bisous, ciao. Ah ouais, et merci encore Antoine. T'es cool, merci. Salut, moi c'est Jules et bienvenue sur ma chaîne consacrée au parapente. Tu y trouveras des analyses de vol, des tests de matériel, des interviews et surtout les plus belles images possibles. Alors abonne-toi pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Salut Antoine, merci beaucoup d'être là, c'est hyper cool. Ouais, avec plaisir. Ça a été un peu d'organisation mais ça vaut le coup. T'as eu un confinement compliqué alors toi, ça a donné quoi? T'étais où? Ouais, quoi, moi c'était un peu chiant. En fait, j'étais en Éthiopie, puis D'accord. quand j'ai voulu rentrer, j'avais une escale en Bulgarie, et finalement, je suis resté 2 mois en Bulgarie. Oh là là, ouais, donc vraiment compliqué. T'étais en Éthiopie pour voler? Pour le parapente? Ouais, pour un projet, ouais, pour un expé. Oh là là, j'imagine que ça a bien tout compliqué quoi. Ouais, puis pas mal la suite aussi, là. Ouais, j'imagine. Mais tu nous raconteras ça un petit peu. Bon, alors moi, je suis originaire plutôt de l'escalade et de l'alpinisme, où j'ai fait 10 ans d'expédition un petit peu partout dans le monde, en Himalaya, sur des 8000, des choses comme ça. Et puis en 2007, je suis passé au parapente, et depuis, je suis venu assez spécialisé là-dedans, où mon grand truc, en fait, c'est de faire des vols bivouac, où je pars avec mon sac à dos, ma tente, évidemment mon parapente, et l'autonomie alimentaire ou de survie, on va dire, pendant 15 à 20 jours. Et j'aime bien traverser des pays, souvent 1000 jusqu'à 3000 km au maximum, ce que j'ai fait. Voilà, et puis je m'amuse à faire ça. Et puis dans ces voyages, en fait, j'ai surtout été connu à un moment donné pour avoir volé quasiment le plus haut au monde. C'est-à-dire que j'ai réussi à dépasser les 8000 mètres d'altitude avec des thermiques. Donc voilà, je suis parti du bas, je suis monté, je suis même survolé un sommet de 8000 mètres. Ça, c'était le Broad Peak au Pakistan, c'est ça? C'était le Broad Peak au Pakistan en 2016, ouais. Ok. C'est une expédition solitaire voilà, qui a duré un peu plus d'1 mois. Qui est une histoire de fou, ça, pour le coup, parce que tu dois à la base partir avec un pote à toi en équipe, et puis quelques jours avant, finalement, ça tombe à l'eau pour lui, tu dois partir tout seul, ou en tout cas prendre la décision d'y aller ou pas, et t'y vas, et ça devient une aventure de malade, quoi. Exactement. Donc dans le malheur, un peu de chance, et puis voilà, non, ça a été une très très belle aventure. Et tu te retrouves surtout à battre ce record et à te retrouver à plus de 8000 presque par hasard, ou en tout cas sans le chercher, quoi. L'idée, c'était vraiment de survoler et de voler le plus possible, le plus longtemps possible, et de faire ses sommets. Et puis finalement, Ouais. ça monte, quoi. Disons, l'objectif, c'était de faire 1200 km. Ouais. Après, moi, j'étais alpiniste, comme j'ai dit, je suis allé plein de fois sur les 8000, et j'avais envie de les voir ce coup-ci du haut. Donc, dans mon périple de 1200 km, j'avais prévu de faire le tour, quoi, de passer contre tous ces 8000. Et c'est vrai que sur mon Nanga Parbat, j'ai pas eu beaucoup de chance, entre guillemets. Il y avait des plafonds qui étaient à 6000 mètres, 5500 mètres, 6000, donc c'est pas très haut. Et je suis arrivé sur le Broad Peak, bah ouais, effectivement, là, c'est monté. Moi, je suis sur le Broad Peak, j'étais comme un fou. Les alpinistes dessus, je leur faisais coucou, puis je continuais à monter. Et bah, jusqu'à, c'était mon objectif, à monter au sommet du Broad Peak, voler ce sommet, que j'avais pas fait d'ailleurs. Je suis allé 2-3 fois dessus, Ouais. sans avoir fait le sommet. Et bah là, voilà, je le survole, puis je pars. Après, les choses ont fait que c'était aussi le record du monde de montée en altitude. Ouais. Chose que je ne savais pas, j'ai découvert après, mais pour moi, ça n'a aucune importance. Moi, ce qui me faisait triper, c'était être au sommet de ce Ouais, summit, tout à fait, ouais. nulle part, et
et voilà, et de repartir et de rentrer chez moi le soir même, quoi. C'est la magie du parapente, ça. C'est ça. Et est-ce que c'est exagérer les choses de dire que tu serais peut-être le Mike Horn, en gros, du parapente? Ça veut pas dire grand-chose, mais... Bah, moi, en fait, quand je dis ça, c'est vraiment le truc, tu vois, de l'image de l'aventurier qui part vraiment, l'explorateur qui va découvrir, vu que personne n'a fait des trucs en parapente encore, de cette amplitude, découvrir ces choses-là, etc. Ah, moi, mon but, c'est ça qui me fait vraiment triper dans ces trips, c'est que je vais faire des choses que personne n'a fait, Ouais. où on va découvrir, on sait même pas comment ça fonctionne. Là, ces derniers temps, j'ai pas mal mélangé l'alpinisme au parapente. On va faire de l'alpinisme, c'est des choses qui prennent des fois un mois dans les sommets d'Himalaya. Nous, on y arrive en 24 ou 48 heures à prendre le parapente, à aller d'une ville, sauter tout le trek. Donc, hop, on va directement poser sur la montagne. On n'a pas les 10 jours de marche pour y accéder. On monte à 7000, ça dépend de l'altitude des montagnes, dans la journée. On redescend le soir et le lendemain on est revenu à la ville poser tranquillement. Ça c'est voilà. fou, ça c'est complètement dingue. Mais c'est des tests pour l'instant, c'est dur, j'ai déjà fait une fois, voilà, on veut le refaire, mais il y a plein de choses à découvrir, on fait plein d'erreurs, ça peut devenir extrêmement dangereux et c'est vraiment, comme ça paraît du jeu, mais en fait c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Oui, j'imagine, il doit y avoir déjà une préparation de base qui est complètement dingue. L'aspect météo évidemment, ça doit être encore plus compliqué que juste sur la partie alpi classique quand t'es à pied quoi. Il y a beaucoup de choses compliquées, ouais. La météo, surtout dans les pays en Himalaya, ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu lèves le matin, tu regardes le temps et voilà. La seule chose qu'on peut voir, c'est les perturbations qui vont arriver, donc des gros fronts qui vont passer. À part ça, on n'a aucune donnée, donc de fiable. J'ai quand même passé en cumul quasiment plus d'un an au Pakistan. Et test météo, ouais, c'est pas encore ça. Ok. Donc en gros, c'est plutôt après voilà ton expérience sur le terrain qui fait que. Et puis c'est ça qui fait que c'est possible, c'est qu'on part sur quasiment 1 à 2 jours. Ouais. On part pas sur une semaine, donc il y a un créneau de beau temps, des chances que ça dure 1 ou 2, 3 jours, donc ça nous permet de le faire. Ouais, en probabilité, c'est un peu plus faisable, quoi. Complètement. Okay. Et t'as ainsi un petit passif un vrai passif en compétition. T'as fait les X-Alpes 2 fois, c'est ça? Ouais, en compétition de parapente, ce qu'on appelle le marché vol. Oui, où j'ai fait la X-Alpes. X-Alpes, c'est partir de Salzbourg en Autriche. C'est le premier qui arrive à Monaco qui gagne. On a le droit de se déplacer qu'en marchant ou en volant. How far can you fly? How many steps do you have in you? Donc oui, je l'ai participé en 2013, 15, 17 et 19. Ah oui, d'accord, autant pour moi, tu l'as fait un peu 4 fois. Okay. Et ça, en expérience, c'est quoi? Parce que pour le coup, c'est peut-être la compète, je pense, la plus médiatisée sur le niveau parapente mondial, vu que Red Bull, etc. etc. Ouais. Et de se retrouver là-dedans avec les Kriegel, avec tous ces mecs-là, c'est vraiment l'esprit compétition qui prime ou c'est plus l'aventure pour toi, justement, dans ces cas-là? Alors, ça dépend pour qui. Pour moi, c'est clairement la côté aventure. Ouais. La première fois que je l'ai fait, c'était juste, je voulais traverser les Alpes. La compétition qu'il faisait, c'est cool, on va jouer. Okay. Voilà. Après, dans la compétition, sur les personnes, c'est complètement différent. Pour moi, il y a vraiment 2 participants à la X-Alpes. Il y a ceux qui sont là pour s'amuser, faire une aventure, et s'il y a une bonne place, c'est cool. Et puis ceux qui sont là pour gagner. Ouais. Et c'est pas forcément tout le temps les mêmes mentalités. Oui, j'imagine, ça doit être assez mais entre nous, ça se passe très bien parce que tout le monde accepte tout le monde et non, franchement, c'est cool. Ouais, ça doit vraiment pour le coup être une expérience de fou, ça, parce que tu te retrouves avec ces pilotes. Vous êtes tous en fait des pilotes de légende dans ce truc-là, quoi. Tous des mecs, vous débarquez pas en tout cas, vous ne vous retrouvez pas à la X-Alpes par hasard. Et c'est une aventure de fou de se retrouver à Monaco à la fin, ça doit être quand même une émotion dingue, quoi. Complètement, ouais. Et pour revenir, qu'est-ce que je veux dire? Oui, sur le Broad Peak rapidement. 8000 mètres d'altitude, physiquement, mentalement, c'est quoi le délire? Parce que là, il faut une sacrée préparation. Alors ouais, c'est assez compliqué. Il y a d'abord tout l'aspect acclimatation, c'est-à-dire que quand on va en montagne, on va dormir à chaque fois de plus en plus haut pour s'habituer. Ouais. Donc moi, ça, je l'avais géré en faisant du vol bivouac avant. Au début, je dormais à 4000, puis à 5000, et tous les jours, je montais à 6000 mètres d'altitude, et je dormis plein de fois à 5000 mètres. Déjà, ça commence à s'acclimater, pas encore forcément pour 8000. Voilà, ça c'est niveau physiologique, respiration et tout. Donc ça, on s'habitue doucement, quand on est prêt, on peut y aller. Après, il y a le côté mental. Pas mental, c'est que l'altitude, qu'on soit acclimaté ou pas, c'est un manque d'oxygène, et en fait, le cerveau n'est plus alimenté, et on devient un peu bête, on va dire. Ouais, clairement, au mieux étourdi, quoi.
Complètement étourdi. Ouais. Après, on dit au niveau réflexion, parce que les médecins ont fait des tests, on a des réflexions d'un enfant de 9 ans, on va dire. D'accord. Mais tu vois, on peut pas mal faire de conneries. Ouais, quand pour la même. prise de décision en parapente, c'est pas idéal, quoi. C'est le top. Ok. Ça, c'est ce qui se passe réellement. Et après, moi, il y a un autre phénomène que j'ai découvert sur place, que je ne savais pas avant, c'est qu'en fait, on perd totalement, pas la notion du temps, mais les réflexes, quasiment. C'est-à-dire que, moi, typiquement, le mieux, c'est de donner un exemple pour comprendre ce qui se passe. Mais quand je pilotais, je regardais ma voile, j'étais sur les commandes, et quand la voile faisait par exemple une frontale, je le voyais, donc moi, dès que je voyais la frontale, je disais, je mets les mains aux fesses, pour la bloquer. Et en fait, je regardais, la voile, elle me passait devant, je mettais la main aux fesses, elle revenait, et en fait, quand elle avait fini ses 2 abattés, là, elle avait la réaction des mains aux fesses. C'est-à-dire qu'elle avait quasiment 3 secondes d'écart entre commande du cerveau, tire les freins, et ce qui se passe. Punaise. Du coup, c'était impilotable. C'était 3 secondes, c'est en parapente, ouais. C'est impossible. Et la différence, c'est que pour arriver à piloter correctement, vraiment, il fallait que j'arrête de réfléchir. Ouais. C'est-à-dire que les réflexes étaient intacts, mais pas la réflexion de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire si je réfléchissais pas à ce qu'il faut faire, j'ai l'habitude de voler tous les jours, je sais que si ça bouge comme ça, hop, les réflexes sont là. C'est instinctif en fait, ouais, faut laisser le côté instinct qui prend le dessus, quoi. À 100%. D'accord. Et c'est là-dessus presque qu'il faut plus se concentrer, parce que tu as peur, t'as envie de faire les choses, et non. Alors, il faut accepter la peur, mais laisser le pilotage faire. Ouais, se faire confiance au final, et puis et les années d'expérience qui parlent, quoi. C'est ça, c'est plus automatique. Concrètement, tu passes combien de temps à cette altitude là quand tu fais cette montée? Entre l'arrivée sur le Broad Peak et le sommet, je crois que c'est très très long, parce que je cherche très longtemps le chemin de montée, et il se passe plus de 2 heures. Ah ouais. Sur le même endroit, quoi. Bon, là, sur la montagne, je suis à gauche, à droite, je suis un peu partout, mais je reste 2 heures juste à arriver à monter. Oh là là. Et après, à 8000, j'y reste quelques minutes, parce qu'il faisait trop froid, j'avais les mains gelées. Ouais. Et la température aussi, on n'en parle pas, mais ça doit être quelque chose là-bas, quoi. Voilà. Et après, quand tu reposes, tu te reposes au camp de base et tu dors pendant combien de temps là? Non, mais c'était dans mon trip de plus de 20 jours en solitaire, là, où donc tous les jours je bougeais. Le soir, je pose. Après, là, c'était compliqué parce que dans cette montée-là, je me suis gelé les mains, j'ai les 10 doigts gelés, ouais. Et je ne savais pas encore ce que je faisais. C'est que si. En fait, quand j'ai posé en montagne, comme tout le temps, pour pouvoir redécoller, mais je ne savais pas si je cherchais à évacuer pour aller à la civilisation, me faire soigner les mains, ou si je pouvais continuer le projet. Et ce que les gelures, en fait, on ne sait pas tout de suite. Au début, c'est très froid, ça met du temps à revenir, on ne sait pas. Et en fait, quand je me suis levé le matin dans la tente, je ne peux plus rien faire. Je ne peux même plus ouvrir mon duvet, mettre mes gants, quoi que ce soit. Les 10 doigts avaient gonflé. Je ne peux plus me servir des mains. Et du coup, je n'arrivais pas à abandonner. Et je voulais finir mon trip, pour moi c'était important. Puis je pouvais le faire je pensais qu'en 1 jour de vol, je pouvais arriver à l'arrivée. Là où je suis parti, je vais faire des boucles. D'accord. Et donc j'ai dit, je vais, pour pas abandonner, je vais faire un vol aujourd'hui. Et ce soir où je sois, si je pose pas à l'arrivée, tant pis, je prends un moyen motorisé et je rentre. Et en fait, ce jour-là, j'ai une journée de vol phénoménale. Et je fais, je sais plus, un truc comme 250 km, 280 km de vol, qui est aussi le record de distance au Pakistan. Okay. Et je pose, c'est tombé de la nuit, quand j'ai volé le matin, je suis posé le soir tard, c'était magique. Incroyable. Bon, par contre, je peux plus piloter avec les mains, je pilotais avec les poignets. Mais voilà, donc j'ai dû arrêter donc non, on s'est pas repos tout de suite. J'aurais pas été blessé par les gelures, je pense que j'aurais continué encore quelques jours. Okay. Et puis là, voilà, j'ai volé et puis je suis rentré. Et parce que, alors pour un truc comme ça, parce que pour le coup c'est extrêmement exigeant, tu t'entraînes, ça se passe comment ton entraînement hors trip justement, hors voyage? Parce que j'imagine que tu te pointes pas comme ça en disant je vais le faire et puis tu y vas quoi. Après l'entraînement, c'est pas un vrai entraînement, c'est un entraînement mais de tous les jours. C'est pas pour un projet ou quoi que ce soit. Moi, j'ai une hygiène de vie qui je suis sportif au maximum, je sors, je vais faire mes randos et tout ça pour garder la forme physique. Donc ça, il faut l'avoir, ça c'est sûr. Alors c'est vrai que pour certains projets comme ça, des fois 1 mois avant, je m'entraîne à porter des grosses charges lourdes. Parce que là, pour un projet, on a des sacs de 35 kg. Donc il faut les monter, il n'y a pas de route, il faut monter, faut souvent faire 1000 ou 2000 mètres de dénivelé avec. Donc il faut avoir les jambes un peu préparées. Ouais. En plus du cardio, ça c'est habituel. Ouais. Puis après, je vole tous les jours dans toutes les conditions. Moi, c'est souvent, c'est que j'ai un créneau de vol, tel jour, il fasse beau ou mauvais, j'y vais, sauf s'il pleut évidemment ou il y a tempête, mais donc je suis habitué à voler dans toutes les conditions. Okay.
Et après, en fait, la vraie préparation du projet, c'est sur le papier, sur l'ordinateur. Ouais, ok, ouais. C'est là-dessus, 90% du travail, c'est là-dessus, le reste, c'est Tout du en tous les jours. amont, ouais. Et tu disais Ouais. d'ailleurs, j'ai regardé dans un de tes reportages que tu as une, comment dire, une préparation en amont pour les gens qui sont déjà sur place, par exemple des pilotes qui ont déjà volé. Il y a un partage d'informations qui est hyper important pour essayer d'avoir ces infos-là, vu que tu les trouves pas ailleurs, quoi. Exactement. Après, moi, quand je veux partir à un endroit particulier, évidemment, je fais mes repérages, genre Google Earth, Google Maps et tout ce que l'on veut, où je repère vraiment tout, mais il y a des informations qu'on ne peut pas avoir. Ouais. Comme par exemple, bon alors c'est pas le cas au Pakistan, mais en Amérique du Sud c'est le cas, au Népal c'est le cas. Il y a des vallées, il y a des brises avec des vents de fou, quoi. Il y a 100 ou des fois 150 km/h, et il faut les savoir. Ouais. Et après, moi personnellement, quand je prends une carte et que j'essaye de comprendre le phénomène météo de ce qui se passe, je me fais des idées, mais j'ai besoin d'avoir d'informations concrètes sur place pour être sûr que ça se passe comme ça. Et là, c'est vrai que s'il y a des pilotes qui ont déjà volé dans les endroits, c'est génial, j'appelle des mails à tout le monde, les infos de comment ça se passe, les meilleures périodes, etc. Mhm. Mais quand il n'y a pas, déjà, moi, je regarde toutes les analyses météo des 10 dernières années, souvent, pour me décider quand c'est faisable ou pas, les différents endroits et tout. Et après, sur place, j'essaye de contacter simplement des locaux. Pas forcément parapentistes, mais juste pour savoir les conditions. Est-ce que dans cette vallée il y a beaucoup de vent ou pas? Est-ce que juste pour avoir une notion des brises, et quand on comprend le phénomène météo du pays ou du massif, on comprend un petit peu toute la montagne derrière. C'est un jeu de puzzle en fait qui va faire qu'au bout d'un moment ça s'assemble et puis tu arrives à le lire, quoi. C'est ça. Mais après, il y a des endroits où j'ai eu zéro info. Et je suis obligé d'y aller aveugle à 100%. L'Amérique du Sud, par exemple, où on est parti du sud du Chili avec Martin, on est remonté jusqu'au Pérou. Le sud du Chili, on avait zéro info. On ne savait pas si c'était volé, s'il y avait thermique, si on pouvait poser. Et en fait, on s'est rendu compte que ça volait pas du tout. En local, comme beaucoup, plusieurs personnes qui avaient déjà volé en local, mais jamais personne n'avait fait de cross. Ouais. Et nous, on comprenait pas. Et en fait, en allant voir, en fait, t'as aucun déco, aucun interro, de faire 40 km, t'as aucune route, si tu tombes, c'est dans la jungle, ça joue pas. C'est pas parapente friendly, quoi. Ouais. Et ton dernier projet, c'était la Concagua, c'est ça? Non, j'en ai eu pas mal après, j'ai eu 3 projets après. D'accord, ok. Mais le dernier, en fait, ça c'est la Concagua où ça commence à te parler un petit peu parce que simplement j'ai fini le film. Ouais. Ah oui, d'accord. Et c'était un très gros projet. La Concagua, un très gros projet, c'était la première traversée de la cordillère des Andes en parapente. La première réussite, hein, c'est très compliqué. Alors, nous on l'a longé il y a 2 ans, je sais plus, 2 ou 3 ans, on l'a longé sur 3000 km, mais la traversée d'un côté à l'autre, c'est ça qui est extrême. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'il y a des altitudes à devoir atteindre, il y a le fameux Aconcagua à passer. Et puis il y a les vents de chaque côté, et ça reste extrêmement engagé. Il n'y a pas de route, il n'y a rien là-bas. Et puis les conditions météo sont... Même les planeurs ont peur à certains endroits là-bas. Voilà, et les créneaux sont extrêmement courts. Il y a quasiment tout le temps à 100, 150 km/h de vent, et il faut être au bon endroit, au bon moment. Voilà. Et cette traversée était courte, hein, elle a duré 2 jours. Alors, je me suis préparé, je suis allé m'acclimater avant, j'ai attendu le créneau et tout ça, ça a duré plus d'1 mois. Mais l'expédition elle-même, elle dure 2 jours. Ouais, voilà, c'est ça. Et par contre, l'acclimatation, pas facile, je crois, sur ce trip-là. Hein. Ouais, après, c'est l'Amérique du Sud. Donc, moi, j'ai fait, je suis monté sur 2-5000. Ouais. Et oui, c'est des 5000 pour dormir au sommet des 5000. Et en fait, à chaque fois, c'est plein de tempêtes de vent. Comme moi, j'étais en solo là. Et un jour où il y a au moins 150, peut-être des rafales à 200. Parce que moi, en fait, alors, je suis arrivé en haut, à 5000. J'ai dit, j'ai le parapente avec moi, c'était même pas la peine. Ouais. Il n'avait pas trop de vent, il devait avoir entre 50 et 80. Donc, je me suis mis dans le cratère du volcan, où ça. Il y a un peu des fumerolles, mais c'est calme, ça risque rien. C'est les volcans éteints, quoi. Pas éteints, mais. Ils sont pas en activité, en tout cas, Ils sont en activité. Et je suis mis dans un cratère qui fait, je sais pas, au moins 60 mètres de profondeur. Comme ça, j'étais un peu abrité du vent. Ouais. Et puis le matin, dans la nuit, le vent s'est vraiment mis en tempête. Et le matin, quand j'ai voulu plier déjà dans le cratère, c'était compliqué parce qu'il y avait même à l'intérieur du vent énorme. Ouais. Et puis, quand j'ai voulu ressortir du cratère,
En fait, j'ai jamais pu quasiment. Oh, Mais côté au vent, quand j'arrivais vers le haut, dès que la tête elle passait un peu trop haut, le corps, je me faisais rouler par le vent qui passait pas. J'ai dû faire sortir de l'autre côté du cratère pour sortir avec le. Parce que l'effet du cratère, ça fait un venturi. ouais. Le vent est table, ça fait un peu plus fort. Ouais. Je suis sorti de l'autre côté sous le vent, j'ai fait le tour. Et pour passer la montagne, à 4 pattes, j'arrivais pas à avancer par moment. Oh là là. Avec le sac de parapente sur le dos, donc Ouais, qui est ouais, volumineux. bien sûr. Mais c'était de la folie. Moi, j'ai cru que je mourrais. Il fait, je sais pas, il va faire -5, -10, mais avec 150 ou 200. Ah, le ressenti, laisse tomber, ouais. Oui. Donc tu descends, ouais, c'était un peu compliqué. Ouais. Putain, ça doit être fou de se sentir en danger quand t'as même pas le parapente au-dessus de toi à cause du vent, c'est que là, vraiment, ça doit être violent, quoi. Ouais, j'ai jamais vu de vent aussi fort. Hein. J'ai habitué au vent, mais alors là, à 4 pattes, on tenait pas, il fallait avancer, quoi. C'était. Oh là là. Et t'en as eu à combien? Alors, t'as compté un petit peu le nombre d'expés que t'as fait de grosses aventures? Même pas, au final. Non, je compte pas du tout. Ouais. Je sais pas, généralement, je fais une très grosse expé par an et une moins grosse. Ok. Mais je sais pas. J'ai commencé à les faire très régulièrement en 2015, donc ça fait 5 ans maintenant. D'accord. Donc j'en fais 2 expé par an et des fois 2 grosses. Waouh. Ça doit être. Putain, c'est assez fou d'imaginer ça comme ça. Et si tu devais choisir, tu vois, je vais te faire le classique, je te file les clés de la DeLorean, tu vois, dans Retour vers le futur, et tu peux en refaire qu'une seule d'expé. Celle qui t'a, soit parce que c'était le mieux, soit parce que c'est celle qui t'a le plus transformé, changé, peu importe, laquelle tu choisis? Ouais, mais c'est là que c'est compliqué parce que il y a tellement d'attraits différents sur chacune que c'est dur. Que ce soit moi, je sais pas, je parle de la Nouvelle-Zélande, la première grosse expé avec Benoît. Pour moi, c'était génial parce que c'était la découverte. Je me lance, quoi. Bon, j'avais déjà fait un peu des vols bivouac, mais tranquillement en Europe ou en France, tranquille. Là, on partait sur une traversée d'au moins 600 km. On a fait 1002 au final. Ouais. En autonomie, au milieu de nulle part et tout. Mais c'était les premières nuits, c'était génial. On n'avait même pas de tente, rien. C'était. Puis les paysages de la Nouvelle-Zélande en plus, ça a l'air d'être. Les paysages de Nouvelle-Zélande, oui, c'était sauvage. Ouais. Donc ça j'ai adoré. Après, j'ai adoré les expés comme le Pakistan, où je suis dans les montagnes, où j'ai grimpé pendant des années. Et là, je les vois en volant. C'était vraiment un rêve. Et puis monter à 8000 et tout ça. Après, je sais pas, il y a plein d'expés qui m'ont marqué l'Amérique du Sud, que ce soit les 2 expés que j'ai fait, c'est-à-dire la remontée de 3000 km, où là, on a fait des zones avec Martin, où on a fait 700 km qui n'ont jamais été volés, même pas une seule des montagnes des 700 km. C'est tellement sauvage que personne ne peut y aller. Et nous, c'était vraiment, vraiment magique de dire que je sais pas, c'est tellement sauvage que peut-être que jamais l'homme est passé cet endroit-là. Ouais, là, t'as vraiment la notion d'aventure au sens littéral du truc, quoi. C'est l'expédition pure et dure, quoi. C'était bon, il y a des endroits où ils sont allés parce qu'on trouvait des routes, mais voilà, les 700 km, c'est quasiment jamais été parcouru. C'est voilà. Je sais pas, il y a tellement de. Chaque expé apporte des choses tellement différentes que c'est dur à dire. Parce que en plus, voilà, c'est ça, c'est humainement parlant, je sais pas si ça te change, mais en tout cas, c'est surtout sur le plan humain que ça te bouleverse, quoi, j'imagine. Ah, complètement. Moi, c'est purement au niveau humain, au niveau de ce qu'on ressent, ce qu'on va faire, que ça reste des grosses expériences. Et si tu devais choisir entre les expés que tu as fait, le faire une expé seule ou le faire avec un groupe, qu'est-ce que tu préfères? C'est pareil, c'est très différent. Ouais. Alors moi, j'ai fait, contrairement à ce qu'on pense, plus d'expés en binôme que seul. Ok. Parce que j'ai en réalité des expés dans le monde du parapente, j'en ai fait 2 en solo. Dans l'alpinisme, j'en ai fait 2 aussi. Et toutes les autres, c'était en binôme, mais j'en suis une 20aine ou 30aine d'expés. Donc, Mais moi, je dirais que le gros truc d'être en binôme, c'est que tu as quelqu'un qui te soutient, tu parles, t'es pas tout seul. Parce que partir un mois tout seul. Mentalement, ça doit être vraiment difficile. Et quand tu es seul, c'est isolé, c'est mieux de la montagne, tu es seul au monde. Tu sais que t'arrives à un souci, voilà. Alors qu'à 2, c'est rassurant, tu as quelqu'un à discuter, tu partages, tu fais tout. C'est très différent. Par contre, en solo, tu peux pousser tes limites. Tes limites, c'est toi. Et à 2, moi je sais que je suis très 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 retenu parce que je pense toujours à l'autre, comment on va faire, comment. Donc tu peux pas te lâcher. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et seul, ça t'oblige de faire une sorte de voyage intérieur, tu réfléchis sur plein de choses, parce que dans notre vie, c'est pour ça que je fais les expéditions solo aussi, parce que j'aime ça, c'est dans notre vie, on n'est jamais seul. On a déjà du monde autour pour discuter, on a le téléphone, l'ordinateur, les réseaux, les trucs. En fait, on n'est jamais à se
à se poser, vraiment réfléchir sur la vie, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de laisser, qu'est-ce qu'on a envie de tout ça. Et moi, de partir seul, j'adore faire ça. Ouais. Dans ma tente, des fois j'ai des jours d'attente, hein, 1 jour, 2 jours, 3 jours de pluie, tu bouges pas de ta tente, voilà. Et tu te rends compte, en étant quelque part un peu dans la douleur, je dis douleur, moi j'adore ça, mais Non, mais oui, il y a... on maigrit, pour se laver c'est la galère, trouver de l'eau. En fait, ta journée elle est concentrée sur se lever, trouver de quoi boire, trouver de quoi manger, dormir, regarder les thermiques. Ouais, c'est plus parasité en fait par tous les trucs qu'on a nous dans la vie de tous les jours, t'es plus sur la presque survie du truc, c'est primaire quoi. Ah, complètement, Ouais. Ça devient 100% primaire et ça te permet de réfléchir aux choses, qu'est-ce qui est important ou pas. Voilà. Si on jette une bain ici, je veux dire, trouver de l'eau, ici on ouvre le robinet, on boit un coup, quoi. Ça prend 10 minutes, on met une casserole, là ça peut prendre une journée. Tu vas chercher de l'eau, des fois c'est 4 heures, quoi. Descends en bas de la montagne, tu reviens. Voilà. Et donc tu t'arrives à te recentrer, à savoir qu'est-ce qui est important ou pas dans les choses de la vie, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu aimes ou pas, qu'est-ce que ça remet. Je trouve ça reclasse bien les choses dans la tête et c'est bien. Ouais, tout à fait. J'imagine que ça doit être, ça doit. Bah en fait, c'est ça qui fait que je pense que les personnages d'aventure sont intéressants, que ça soit justement les connus à la Mycorn, tous les trucs comme ça, ou les un peu moins connus, peu importe. C'est que ça vous transforme tellement sur des trucs que nous on vit pas, que forcément vos histoires sont folles à raconter et que ce partage-là il est dingue et que ça passionne les gens et que ça fait rêver quoi. Mais après c'est dur à raconter parce que c'est vraiment des voyages intérieurs où il faut pas trop en dire non plus parce que justement il faut que ça reste ton truc à toi et ce que t'as vécu. Il faut que tu t'en gardes et j'imagine que tu t'en gardes. C'est vrai que moi je vais rester sur la grosse expédition au Pakistan en solo. Moi j'avais vraiment besoin, alors je voulais pas partir seul. Je l'ai subi, hein, comme on a dit, le collègue au dernier moment n'a pas pu partir. Je l'ai fait seul, j'étais pas préparé, et ça a été un vrai voyage intérieur où il y a eu avant le Pakistan, après le Pakistan. Enfin, ce voyage-là, parce que j'en ai fait 7 des voyages au Pakistan, donc celui-là c'était vraiment l'avant-après, et c'est pour ça que l'année dernière sur la Concagua, donc là on parlait de la traversée, je suis reparti en solo aussi parce que je voulais. Ouais. Alors je savais que c'était plus court, parce que je voulais pas repartir forcément 1 mois, 1 mois et demi. Voilà, c'était 1 mois, mais dans le mois avant l'expé, j'étais avec des copains, c'était prévu. Voilà, c'était que pour la traversée que j'étais seul. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y en a un par contre qui est pas un bon souvenir où tu te dis putain, bah celui-là c'était la merde du début à la fin, je veux plus quoi. Je dirais le dernier. Ouais. Ouais. L'Éthiopie là, ça a été extrêmement compliqué. Après, j'adorais les paysages, c'est magnifique, les gens sont très sympas et tout, quoi. Ça, c'est cool. Pour les voler en local, c'est vraiment un super endroit. Okay. Pour faire des sites et tout, c'est à faire. Par contre, c'est pas du tout un pays prêt pour le vol bivouac. Ouais. Nous, ça s'est mal passé surtout avec les armes. Hein. On s'est fait tirer dessus. Voilà, faut savoir que c'est un pays en guerre. Putain, d'accord. En guerre, non, qui sort de la guerre. Ouais. Nous, on allait sur des endroits. Un jour, on a posé où on n'aurait pas dû poser là. Parce qu'en fait, on avait marre d'être près des routes, parce que c'était un peu dangereux, quoi. On avait souvent ce problème-là. Donc, en fait, dès qu'on se posait, c'est la police venait nous chercher. On restait 5 ou 6 heures au commissariat, interrogatoire, etc. Wow. Ils nous attendaient après. Donc, on a dit, on va quitter les zones, entre guillemets, avec des routes, des pistes. On allait nulle part. Et en fait, c'était 100 fois pire, parce que personne ne parle anglais, mais vraiment pas un mot, faut oublier. Et quand toi, tu arrives en parapente, tu viens du ciel. Pour eux, le parapente n'existe pas, c'est des parachutistes. Ouais. Les parachutistes, c'est qui? C'est les militaires, c'est ceux qui descendent des avions. Donc le pays est en train de se faire envahir. Donc quand tu poses en parapente, ils ont les armes, ils nous tirent dessus, et on est resté, on joue quasiment, je sais plus, 4-5 heures sans pouvoir parler. Pour eux, on est des prisonniers de guerre. Ouais, vous êtes des militaires qui viennent envahir, quoi. Et là, la police a fini par arriver au bout d'un. Ils les ont appelés, mais ça on n'avait pas compris. Et il n'y a pas de route, il n'y a rien. La police a mis quasiment 4 heures à arriver. Et puis après, on est resté emprisonnés toute la nuit avec des gardiens armés. Et ils nous ont relâchés le lendemain soir. On nous emmenait dans une ville, voilà. Et toute l'Éthiopie était comme ça. Dès qu'on sortait des zones, et là, ils n'ont pas vu, ils nous ont raconté que la plupart des gens du village, dans tout le village qui était 300-400 personnes, il y avait 2 personnes qui avaient déjà vu des blancs avant nous.
Ah ouais, d'accord, c'était extrême à ce point-là, quoi. Ok. Parce que là-bas, ils n'ont pas de route, donc ils sortent pas de chez eux, quasiment. Ouais. C'est compliqué. Et les deux personnes, c'était l'instituteur qui était parti en ville pour travailler un petit peu, et donc il a vu des blancs, et l'autre personne, je sais pas pourquoi, qui était une personne âgée. Mais dans les jeunes, dans les moins de, je sais pas, 30, 40 ans, ils ont jamais vu de blanc. Parce que Ils ça ont fait dû des années. halluciner en vous voyant débarquer, quoi. Les mecs qui arrivent avec des bouts de tissu au-dessus de la tronche, qui se posent, toi qui arrives avec tes cheveux longs et tout, ils ont dû dire mais qu'est-ce qui se passe? Et ouais, complètement. En plus, j'étais avec une copine qui était blonde, vraiment très très blonde. Ça, ils ont jamais vu, et ouais. Mais ça a dû peut-être aider, hein. Ouais, il y a moyen, ouais. Mais c'est vrai que par Mais contre, pour ouais, le coup, si c'est t'étais avec une vrai. nana, elle a peut-être dû flipper un petit peu aussi à ce niveau-là, quoi. Ouais, complètement, ouais. Ouais, ouais. Non, mais on a vraiment cru mourir, parce qu'il y a un moment, il y a un mec qui est arrivé, qui avait un flingue à la main, là, un fusil. Il a chargé, il l'a mis dessus, et là, dans les yeux, j'ai vu que ça allait partir. C'est pas parti, et là, on a eu une heure très très compliquée. Putain, attends, excuse, j'ai la caméra qui est cool. Là, ouais, ouais, ok. Donc ouais, je comprends que t'aies pas envie de revivre ça, ouais. Bah ouais, puis l'Éthiopie, c'est l'un des pays les plus peuplés au monde, en nombre d'habitants au kilomètre carré. Ouais, ouais. Et en fait, c'est pas possible, où que tu sois dans la campagne, où que tu veux, d'être à un endroit isolé. Tu peux pas ne pas voir le monde. Ça, c'est Ça marrant, n'existe pas. on n'imaginerait pas ça, tu vois, nous en étant en Europe, Ah, mais on moi se dit non au plus. contraire, c'est vachement sauvage et tout. Où D'accord. que tu sois, t'as du monde, et c'est un peu, ouais, c'est chiant. Ouais, donc finalement, le confinement, ça a presque été le dernier de tes problèmes quand t'étais là-bas, quoi. Au retour, ouais, en plus en Bulgarie, il n'y a pas réellement de confinement, donc Ouais. c'était plutôt cool. Voilà, j'ai pu voler un peu et tout. Et ouais. Est-ce que. Alors, ça, je sais que t'en as déjà parlé dans une autre interview, mais des mecs, tu vois, comme moi, je suis vraiment le badaud classique du parapente, tu vois. Je débarque, je suis pas particulièrement sportif, je suis vraiment le mec classique normal de base. Si je veux me mettre à la rando-vol demain, et surtout, pas juste aller faire, tu vois, mon vol, pas juste le marché-vol, mais plutôt du vol bivouac, comment tu t'approcherais les choses? Vraiment en vol bivouac, alors, Ouais, pas en ouais, vol ouais. rando. Voilà, le vol rando, je pense que ça, pour le coup, surtout en étant, moi, tu vois, je suis dans les Alpes, on est tous plus ou moins habitués à la rando. Donc après, avec l'aspect météo qu'il faut énormément prendre en compte, j'imagine, c'est ça le vrai danger en vol rando. Mais on est plutôt apte à ça. Mais plutôt le vol bivouac où tu pars en autonomie complète et puis débrouille-toi, quoi. C'est simple, hein. Le meilleur système, c'est de partir, c'est de le faire. Ouais, faut le faire. Après, si tu fais des choses simples, déjà tu le fais dans les Alpes, Ouais. c'est-à-dire que je dis simple parce que dans les Alpes, allez, au pire des cas, tu marches 2 ou 3 heures pour retrouver la civilisation, donc tu peux pas avoir de vrais dangers à ce niveau-là. Et donc c'est partir sur 2-3 jours. Qu'est-ce que tu risques? Tu mets 2-3 trucs à manger, ça peut être même au début sans réchaud, sans rien, un peu d'eau, puis tu pars. Après, il faut voir que la grande difficulté du vol bivouac, on va dire, il y en a deux. La première, c'est que tu as du matériel, donc tu es lourd, donc tu vas mettre des affaires dans la sellette, et en fait, les gens où ils peuvent se faire mal ou peur, c'est quand tu poses, tu vas poser plus vite que d'habitude, parce que tu as plus de poids dans la sellette, et comme tu as plus de poids dans la sellette, les gens ont plus de mal à amortir. Donc fais attention aux atterrissages. Donc limite, se tenter un vol sur site classique avec le matos que tu prendras en vol bif pour te rendre compte de ce que ça fait, et au moins, t'es sur un terrain que tu connais, etc., quoi. C'est ça. Ok. Après, on peut sauter à l'étape, le faire directement partir en vol bivouac, mais dans ce cas-là, prévoir non pas de poser en montagne, mais de poser un atterrissage classique en bas. Ouais. Donc tu voles, tu vas te poser dans un grand champ en bas qui est nickel, et après, tu remontes à pied, hein, tant pis, hein, même si tu veux pas avoir trop de matos, tu peux même dormir en gîte ou quelque part, et remonter le lendemain dans la montagne en marchant un peu. Okay. Bon, après, l'éthique du vol bivouac, normalement, c'est quand même de se poser en montagne et pouvoir repartir. Et puis après, quand on est vraiment un peu plus habitué, où on sait vraiment ce que c'est que de voler avec du poids dedans, c'est pour ça que je dis de partir pour 2 jours, parce qu'au début, tu pars pour 2 jours, tu as beaucoup moins de poids, parce que tu n'as pas la nourriture pour longtemps, etc. Et en plus, c'est moins dangereux, c'est l'ensemble des deux. Et puis quand tu es un peu plus habitué, tu pars voler, et tu poses en montagne, dans les endroits au début très faciles, puis tout doucement, tu vas crescendo, hein, ta montagne du sport. Mais franchement, il faut tester. Au début, tu vas partir avec un sac qui va faire 25 kilos, et puis tu vas te rendre compte, ah ouais, mais je suis parti 3 jours, je ne me suis pas servi de ça. Ouais. Mais après, tu ne prends pas, et ainsi de suite. Et le poids, il va vite diminuer, tu te rends compte que tu as besoin de rien. Moi, je sais que je pars en expé, j'ai 2 t-shirts, j'en ai un sur moi, un dans le sac pour me changer. Dès que j'ai de l'eau pour le laver, parce que je lave quasiment tous les jours, ou tous les 2 jours max, j'échange mes t-shirts et hop, il y en a un qui se lave et je me sers de l'autre. Pour tous les fringues, c'est comme ça, donc au final, on a besoin de rien. On essaye d'économiser
réfléchir à tout ce qu'on peut enlever. Mhm. Et parce que le danger du vol bivouac, c'est le poids, d'avoir trop de poids. Et donc, si les gens veulent te suivre dans tes projets, comment ça se passe? T'es surtout actif où, etc. Ça dépend vraiment des projets. Ouais, Moi, ce qui bouge le plus, c'est mon Facebook, ok. où ça suit beaucoup. Les principales news sont aussi sur mon site internet. Ok. Et après, j'essaye de relayer sur Instagram et choses comme ça. Mais suivant les expés, on a Internet, on n'a pas Internet. Il faut comprendre que Sûr. quand on est vraiment dans les grosses expés, nous, on n'a pas d'accès de communication pendant un mois. Ouais, ouais. Donc souvent, je communique un petit peu avant. Et c'est surtout au retour d'expé où je communique beaucoup, je montre un peu tout ce qu'on a fait, je balance pas mal de photos, de vidéos et de... Mais bon, on fait un peu de temps, hein, parce qu'en rang d'expé, il faut tout trier. Ouais, voilà, ouais, c'est C'est- ça. Moi, quand je vois déjà juste une vidéo comme celle-ci, le temps que je vais passer sur le montage, à dérocher, à faire les trucs et tout, j'imagine que toi, quand tu reviens d'XP, ça doit être un grand moment, là. Ben ouais, souvent c'est 50 à 80 heures de vidéo. Et il faut tout dérocher les 80 heures de vidéo. Et après, il faut faire des montages de films, il faut faire. Voilà, donc c'est vrai que tout prend Et du c'est temps. toi qui t'occupes de tout ça? Je m'occupe de tout, ouais. Waouh. Et donc, ouais, les gens peuvent retrouver toutes tes vidéos, pour le coup, enfin, tous tes documentaires, tes reportages sur ton site, c'est ça? Ouais, sur mon site internet, j'ai Ok. tous les films, mais je crois qu'il commence à en avoir un paquet. Hein, il doit Ouais, y avoir ouais, un- je suis allé faire un tour. Chaque année, il y en a un ou deux qui se rajoutent. Et en plus, j'en ai 3 en retard. J'ai 3 films à faire. Il faudrait que j'avance. Je t'avoue que je les ai pas tous vus, mais ça vaut vraiment, vraiment le coup d'aller les voir. La Concagua, moi, enfin, c'est peut-être celui qui m'a le plus plu, je pense. Parce qu'il y a ce côté intime avec toi, en fait, justement. On sent que c'est toi qui as bossé sur le montage, justement. Que on est embarqué dans ce truc, et c'est intense du début à la fin. Vu que c'est en plus, c'est 30 minutes. Ouais, mais j'ai fait pour jouer qu'il soit intense parce que, tu vois, et faut y penser. Moi, je pars en aventure, je suis seul. Ouais. Je me coupe tout seul. Ouais, ouais, voilà. Et pour un mec en selfie pendant 1 heure, c'est un peu lourd, quoi. Ça peut, ouais. Et donc, il faut trouver des points de vue extérieurs, il faut trouver un peu des paysages et tout ça. Donc, je voulais que ce soit un film intense où il y ait de l'action dedans et que, quoi, il y ait de l'action, qu'il y ait des choses. Ouais, ouais. Et aussi, être, quitte à être seul devant une caméra, autant être à l'intérieur de moi et d'expliquer un petit peu ce que je ressens, ce que je fais, ce que. Complètement. Je spoil pas, mais ton interro côté argentin, hein, c'est ça? Il est sketch, hein. Ouh. Des sketchs, et le problème c'est que c'était pas du vent classique. Ouais. Souvent, tu as du vent, ben, t'es en marche arrière, tu te places. Alors que là, j'allais à 15 km/h en marche avant, comme j'allais à 15 km/h, voire 30 Voilà. km/h en arrière. Et au moment où j'allais poser, j'en avais aucune idée ce que j'allais avoir. Et en fait, à 5 mètres sol, il n'y a pas de souci, j'avance, je me prépare pour poser. Et en fait, la rafale, elle arrive à ras le sol, et on voit bien sur la vidéo où je pars complètement en arrière. Ah ouais, sur ouais. le côté. Le vent, je le prends même pas de face, il arrive, la rafale, Ouais. quoi. Il tourne sur la montagne, et ça a pris un virage, ça me prend de côté, et ça m'a arraché. Ouais. Avec Et là, la petite j'étais- aventure de la traversée de la frontière derrière qui est marrante aussi. Voilà. Bon, il n'y a pas tout dans la vidéo, parce que je pouvais pas filmer, Ouais. j'étais trop flippé. Parce que c'est Tu m'étonnes. c'est une prise. Hein. Et après, moi, j'étais content de poser là, parce que quand j'ai remonté cette vallée-là, parce que c'est dans la vallée qui est remontée côté Chili, Ouais. Il y a à peu près 120-130 km/h de vent tout le temps. Putain, ouais. Et donc, je me dis, j'aurais fait chaque kilomètre que je faisais, elle me rapprochait de la mort quasiment. Mmh. Et bon, moi, j'avais prévu de remonter cette vallée par le haut, parce que je savais qu'il y avait du Ouais. vent dedans, mais j'imaginais pas cette force-là. Moi, j'imaginais qu'il y avait du 60 tout le temps. Ouais, ouais. J'imaginais pas que c'était plus de 100 km/h tous les jours. Et voilà, j'aurais voulu poser en altitude, mais des fois, Parce qu'un 60 km/h, pour toi, c'est envisageable un déco avec ces puissances-là? pas un déco, un atterrissage, oui. Ok. J'ai déjà fait, voilà. C'est pas agréable du tout, hein. C'est un roulé-boulé, Ouais, tu ouais. peux te mettre miel, mais entre guillemets, t'es pas mort, quoi. Tu peux Ouais, t'en voilà, t'en sortir. Au-delà de, pour moi, au-delà de 50-60, je vise un arbre. Ça m'est jamais arrivé, mais Tu sais que tu vois, t'as cette solution dans la tête, quoi. tu vises un arbre, tu te mets 100 mètres devant et tu te fais reculer pour que ça finisse dans l'arbre parce que la voile elle est pendue dedans et normalement Ouais, ouais. je fais pas traîner au sol parce que le vrai danger c'est de traîner au sol. Ouais, voilà, c'est T'as ça. beau faire ce qu'on appelle des tours de frein avec les mains, t'arriveras jamais à en tirer suffisamment pour complètement la neutraliser. Ouais, ouais, c'est Aussi ça. vite. S'il y a 80 km/h devant, t'as beau faire des tours de frein, ça va te balader, quoi. Et puis tu t'arrêtes Voilà. pas, surtout, c'est que c'est... Tu t'arrêtes jamais. Ouais, Tu t'arrêtes jamais. ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Antoine. Avec plaisir. On croise les doigts pour que la météo s'améliore un peu. Je sais pas comment c'est vers chez toi, mais Ah chez nous, ouais, c'est c'est galère. catastrophique et c'est catastrophique pour un petit moment encore. J'ai l'impression, ouais. Et bah écoute, vole en sécurité, éclate-toi bien, et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. Bah au plaisir. Cool. À bientôt. À bientôt, bye bye. Salut.